Vous savez, dans chaque salle de classe, il se passe quelque chose d'assez fascinant. C'est comme une sorte de danse silencieuse, invisible, une interaction constante entre l'enseignant et l'élève. Et c'est cette danse qui va vraiment sculpter toute l'expérience d'apprentissage. Et cette danse, elle est définie par toute une série de ce qu'on appelle des postures, des attitudes, des manières de se tenir qui déterminent toute la dynamique. Voilà nos deux partenaires principaux sur la scène de ce ballet un peu particulier. Alors justement, et si on mettait des mots sur ces pas de danse? C'est tout l'objectif de notre analyse. Donner un vocabulaire simple, mais vraiment puissant pour décrypter ces dynamiques si importantes. On se base pour ça sur des recherches menées par l'Académie de Bordeaux. Allez, on commence avec le premier danseur. On va se pencher sur les différents rôles que l'enseignant peut adopter pour, disons, mener la danse. La première, c'est la posture de contrôle. Là, il faut imaginer l'enseignant comme un véritable chef d'orchestre. L'objectif est hyper clair. On garde tout le groupe ensemble, on avance tous au même rythme, on s'assure que personne n'est largué. C'est une approche très cadrée. Et puis, à l'exact opposé, on a la posture de lâcher prise. Ici, l'enseignant fait un pas en arrière. Il fait confiance aux élèves. Il leur donne les clés du camion, en quelque sorte. Le message, c'est votre projet, vous êtes responsable, explorez, trouvez votre propre voie. C'est un sacré pari sur l'autonomie. Ici, on touche à une distinction vraiment capitale sur la manière d'aider. D'un côté, l'accompagnement. L'enseignant est un guide, il observe beaucoup, pose des questions, mais attention, il ne donne jamais la réponse toute faite. Le but, c'est que l'élève construise lui-même sa compétence. Et de l'autre côté, le contre-étayage. C'est quand, souvent parce qu'on est pressé par le temps, l'enseignant fait le travail à la place de l'élève. Ça va plus vite, c'est sûr, mais la vraie question c'est, est-ce que ça aide à apprendre? Pas si sûr. Et voilà une autre comparaison passionnante. À gauche, la posture d'enseignement, on va dire classique. Le savoir est structuré, démontré, on met des mots précis dessus. C'est direct, c'est formel. Et à droite, la posture du magicien. C'est beaucoup plus indirect. Là, on va suggérer le savoir à travers un jeu, une histoire, on pique la curiosité et on laisse l'élève découvrir la solution. Un peu comme une énigme à résoudre. Bon, on a vu le prof. Passons maintenant de l'autre côté de la piste de danse. Comment est-ce que les élèves répondent à tout ça? Quelles sont leurs propres postures? On peut en identifier 5 principales. Il y a la posture première, on fonce tête baissée, sans trop réfléchir. La posture scolaire, c'est celle du bon élève qui veut coller parfaitement aux attentes. On a aussi la ludique créative, celle qui s'amuse à détourner la consigne, à réinventer les règles. Ensuite, la réflexive, l'élève qui prend du recul pour chercher le pourquoi de ce qu'on lui demande. Et enfin, la posture de refus. Et là, attention, c'est un point super important. La posture de refus, ce n'est pas juste un caprice ou de la mauvaise volonté. C'est un vrai signal d'alarme. Comme le dit la source, ça cache souvent des problèmes bien plus profonds, que ce soit des questions d'identité, des soucis affectifs ou même des choses plus graves. En fait, c'est plus un appel à l'aide qu'autre chose. Ok, on a les pas de danse de l'enseignant d'un côté et ceux de l'élève de l'autre. La grande question maintenant, c'est comment tout ça s'articule? Comment une posture va en influencer une autre? C'est la question à 1 million. Est-ce que le choix d'une posture par l'enseignant peut, consciemment ou pas d'ailleurs, encourager une posture bien précise chez l'élève? Eh bien, tout porte à croire que oui. Ce tableau, il résume super bien ces correspondances. Évidemment, ce ne sont pas des règles mathématiques, mais plutôt de fortes tendances. Un enseignant qui accompagne va inviter à la réflexion. Le magicien va stimuler la créativité. Le contrôle, lui, va plutôt encourager la conformité, la posture scolaire. Et le plus dingue, c'est le contre-étayage. Quand le prof fait le boulot à la place de l'élève, ça peut carrément provoquer le refus. C'est logique au fond. Pourquoi faire un effort si on sait que l'adulte finira par le faire à notre place? Alors, on en vient à la question finale. À quoi ça sert tout ça? Pourquoi c'est si important de mettre des mots sur cette danse invisible? Voilà le point crucial. Ce n'est pas juste de la théorie pour se faire plaisir. C'est un outil super pratique. En donnant un nom à ces postures, on peut commencer à en parler. Les enseignants peuvent prendre conscience de leur propre style. Et tout le monde, les élèves, les parents, peut mieux comprendre ce qui se joue vraiment dans une classe. L'idée, c'est de rendre l'apprentissage plus conscient, plus intentionnel. Et ça nous laisse avec une dernière petite question en tête. La prochaine fois qu'on observera une situation d'apprentissage, que ce soit en classe, à la maison, n'importe où, quelle posture nous sautera aux yeux en premier? Celle de celui qui transmet ou celle de celui qui apprend? Et surtout, qu'est-ce que ça nous racontera sur la danse qui est en train de se jouer?